Alors après avoir étudié le cas de l'oscillateur horizontal sans frottement, on va ici voir un ressort vertical, donc comme ceci. Alors il ne va pas y avoir de différence fondamentale avec l'oscillateur horizontal, donc c'est un exemple supplémentaire pour bien acquérir la méthode d'étude et de résolution de tels problèmes. Alors comme toujours, on commence par faire un schéma qui va être le point de départ de la modélisation du problème. Donc ici, notre problème, c'est on accroche à un ressort donc de longueur à vide L0. Donc ici, voilà la longueur à vide, puisque sur cette représentation, il n'y a rien qui est accroché au ressort, et vu qu'il est considéré comme étant sans masse, eh bien, il a sa longueur naturelle L0. Donc on accroche un objet ici qui est ce cube. Cet objet, lorsqu'il est à l'équilibre, eh bien, on peut dire que le ressort a une longueur qu'on appelle la longueur à l'équilibre Lec. Et donc il ne faut pas confondre ces deux longueurs. On a bien évidemment, dans ce cas-là, la longueur à l'équilibre qui est plus grande que la longueur naturelle du ressort, puisque pour qu'il y ait équilibre, il faut que le ressort exerce une force sur l'objet accroché qui soit l'opposé du poids de cet objet. Et donc pour que cette force existe, cette force étant moins k delta L, donc moins k fois l'étirement, et ici il faut un étirement positif. Bref, donc c'est pas ce qui nous intéresse ici voilà. Donc on donne de l'énergie au système, donc par exemple en tirant l'objet, en lui donnant une petite pichenette, et donc l'ensemble va se mettre à osciller. Et donc ici on fait le schéma, très important, à un instant quelconque. Toujours pour ne pas qu'il y ait une situation particulière, et donc dans laquelle on aurait certains termes qui par exemple se simplifieraient ou qui seraient égaux à 0. Donc voilà, instant quelconque, voilà donc la schématisation du problème. Alors ensuite, très important pour faire une étude en mécanique, il faut absolument qu'on ait un repère. Donc ici tout va se passer uniquement selon la direction verticale de l'oscillation, donc on peut ne prendre qu'un seul axe. Donc il nous faut un axe qu'on va par exemple appeler X. Donc je le prends vers le bas parce que l'ensemble du mouvement va être plutôt vers le bas par rapport au point d'accroche. Et ensuite il faut choisir une origine. Donc on pourrait choisir l'origine au point ici M0 comme on a vu pour l'oscillateur horizontal, mais ici ça ne va pas nous simplifier complètement l'équation différentielle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'origine au point le plus, on va dire, naturel, c'est-à-dire le point d'accroche du ressort. Voilà. Donc en prenant ici l'origine du repère, eh bien on en déduit que la longueur du ressort ici, à cet instant quelconque t, eh bien elle est égale à l'abscisse x du point M, le point M étant le point ici d'accroche de l'objet. Donc ça va être très important pour la mise en équation. La longueur du ressort, c'est l'abscisse x. Alors, allons-y. Donc en mécanique, il est très important de bien définir le système. Donc ici, attention, le système, ce n'est pas le ressort, le système, c'est l'objet cubique qui est accroché au ressort. Ensuite, il faut définir le référentiel. On prend le référentiel terrestre qui est galiléen. De toute façon, on prend toujours des référentiels galiléens en première année. On verra les référentiels non galiléens en seconde année. Donc je ne l'écris pas pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, on regarde quelles sont les interactions auxquelles l'objet est en interaction avec quoi. Et donc il y a deux types d'interactions, vous avez dû voir ça au collège. Donc il y a les interactions à distance. Ici, l'objet cubique il subit une interaction de gravité avec la Terre, et donc elle se traduit en mécanique classique par une force
qui est, au voisinage immédiat de la Terre, le poids, qui est m fois g. Voilà, g donc étant dirigé vers le bas. Donc, selon la direction de x. Ensuite, il y a des interactions de contact. Donc ici, l'objet cubique, il est en contact avec l'air. Donc ça, on n'en a pas encore parlé en cours, mais le contact avec l'air, ça induit deux forces. La poussée d'Archimède, mais qui est absolument négligeable ici, parce que l'air est très peu dense. Donc on va la négliger. Et il y a également les frottements fluides avec l'air, mais idem. Pour l'instant, nous n'avons pas les outils nécessaires à la résolution avec frottement, donc on va les négliger aussi. Et ensuite, l'objet est en contact avec le ressort, ici au niveau du point M, et donc va subir la force du ressort, Fr, dont la formule générale, donc attention, toujours partir de cette formule générale, qu'après on adapte selon le problème et le repère choisi. Donc la formule générale, c'est moins la constante de raideur fois l'étirement, qui est donc une grandeur algébrique, dans la direction ER du ressort. La direction ER du ressort, on l'a vu dans le cours, eh bien, c'est toujours du point d'accroche jusqu'au point libre. Donc voilà ER. Et donc on remarque ici ER, c'est la même chose que EX, puisque la direction de X, c'est vers le bas. Donc ça veut dire que la force du ressort, ici, va s'exprimer comme étant moins K fois delta L, mais delta L, c'est la longueur du ressort à l'instant considéré moins sa longueur à vide. Attention, ce n'est pas la longueur à l'équilibre, c'est bien la longueur à vide. Donc, fois le vecteur unitaire qui est ici EX. Et on l'a dit en introduction, la longueur du ressort, avec le repère qu'on a pris, c'est x de t. Voilà, du coup, on peut appliquer la seconde loi de Newton ou le PFD. Donc, somme vectorielle des forces extérieures au système est égale, ici, le système a une masse constante, donc c'est m fois l'accélération du système. Plus précisément du centre de gravité, mais ici c'est une translation, donc c'est l'accélération du système. Voilà, donc on a deux forces non négligeables, donc le poids plus Fr. Alors vous voyez qu'ici, je ne me suis pas embêté avec le schéma, je ne les ai pas mises, les forces, pour éviter de faire des erreurs où notamment on aurait envie de mettre plusieurs fois un signe moins. Donc l'expérience montre qu'on a envie de mettre un signe moins directement devant la force du ressort, pour dire qu'elle est en sens opposé au poids, mais après du coup on laisse le moins qui provient de l'expression de la force. Et donc souvent, moins par moins, ça devient un plus, alors que ce n'est pas ça. Donc ici, c'est bien la somme des forces, donc c'est bien un plus, tant qu'on reste en vecteur. Ensuite, je peux remplacer chaque force par les expressions, et donc ici, moins k x de t plus k L0, le tout selon EX. Voilà, donc j'ai distribué le moins, ici moins L, moins L0, donc plus KL0 est égal à M1. Voilà. Donc ensuite, souvent vous vous demandez qu'est-ce que je fais des flèches. Alors, on fera de la mécanique plus tard dans l'année. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on projette. C'est-à-dire qu'on ne va regarder que dans une certaine direction. Et donc cette direction, ça va être la direction du mouvement qui est EX. Donc on va regarder chaque vecteur, est-ce qu'il est dans la direction de EX ou est-ce qu'il est dans la direction opposée de EX. Alors ici G, c'est dans la direction de EX. Donc lorsque je le projette, eh bien G va être compté positivement. EX, bah évidemment, est dans la direction de EX, donc idem, EX va être compté positivement. Et EX, lorsque je le projette sur X, eh bien, vu que c'est un vecteur unitaire, eh bien sa quantité dans la direction, c'est 1.
Donc en fait, c'est non seulement j'enlève la flèche, mais ça c'est égal à 1 lorsque je le projette. La quantité de ce vecteur dans la direction x c'est 1. Donc il ne va rester que moins kx de t plus kl0 est égal à m fois la projection de l'accélération sur x, qui va s'appeler ax, et qui a priori dépend du temps. Voilà, donc maintenant je vais un petit peu développer et ranger. Donc ici on a x, on a ax, donc l'accélération selon x, c'est bien sûr la dérivée seconde de x par rapport au temps. Et donc, pour ranger, je vais mettre ensemble les termes avec x et ensemble les termes qui ne contiennent pas x. Donc je vais faire passer moins kx de l'autre côté, ça va donner, en divisant par m, alors vous pouvez faire une ligne supplémentaire s'il faut, donc ça devient un plus parce que je le fais passer de l'autre côté, plus k sur m x de t est égal à g plus k sur m L0. Donc voilà l'équation différentielle qui traduit ce système. Donc cette équation différentielle, elle est linéaire, comme celle pour l'oscillateur horizontal. Elle est comme pour l'oscillateur horizontal du second ordre, puisqu'il y a une dérivée seconde en plus de la fonction ici. Et elle n'est pas... Donc on voit que ce terme-là n'est pas égal à 0. Il reste un terme à droite, donc on va dire avec second membre. Voilà. Voilà donc l'équation qu'il va falloir résoudre pour trouver x de t avec les conditions physiques qui sont données ici. Alors d'ailleurs je ne les ai pas rappelées, on les avait dites oralement, donc les conditions physiques, les conditions initiales sont les suivantes. On suppose qu'on lâche, donc on ne donne pas de vitesse initialement, et on lâche tel que le ressort et la longueur non pas à l'équilibre, mais la longueur à vide. Donc x à t égale à 0, c'est égal à L0. Donc on voit que le ressort, finalement, il a une longueur au départ qui est moins grande que la longueur à l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'en fait on donne de l'énergie potentielle de pesanteur, et du coup, eh bien, cette énergie potentielle de pesanteur va se transformer en énergie cinétique et en énergie potentielle élastique, et il va y avoir une oscillation. Voilà. Alors donc pour la résolution, on peut le faire soit mathématiquement de manière très rigoureuse, mais on n'a pas vu cette méthode, on va plutôt le faire un petit peu intuitivement. Donc l'idée est la suivante. On a vu au début pour l'oscillateur horizontal en prenant l'origine en M0, que ici on a besoin de trouver une fonction qui, lorsqu'on la dérive deux fois, peut être proportionnelle à l'opposé. C'est-à-dire il faut que j'ai x, et quand je dérive deux fois, cette dérivée seconde soit proportionnelle à moins x, de telle sorte que ces deux termes puissent se compenser. Donc en gros, il faut que ça soit proportionnel à moins x, pour que j'ai ici plus x, et donc ça puisse se compenser. Donc ça, on a vu, ce sont les fonctions sinusoïdales, cosinus ou sinus. Mais il y a également ce terme de droite. Et donc on remarque que ce terme de droite, eh bien c'est la somme de deux termes constants, donc c'est lui-même une constante. Et donc comme pour l'oscillateur horizontal lorsqu'on prend l'origine au point d'accroche, eh bien on peut se dire que pour que le terme de gauche puisse vérifier le terme de droite, eh bien il va falloir que x de t contienne une constante. Donc on va essayer, on cherche la solution sous la forme eh bien, x de t est égal à, par exemple, a cosinus oméga 0t plus phi, donc ça c'est la fonction sinusoïdale générale, plus une constante. Bon. Donc pour voir si cette solution est bien solution de l'équation, eh bien on va l'injecter. Voilà, je vais un petit peu vite, on a déjà fait ça plusieurs fois. Donc pour l'injecter, on a besoin d'exprimer la dérivée seconde. Donc ça, il faut absolument savoir le faire très rapidement.
Voilà. Donc du coup, quand on l'injecte, eh bien l'équation différentielle, voilà ce qu'elle devient. Donc la dérivée seconde, ça fait moins a oméga 0 carré cosinus de blabla, plus k sur m fois a cosinus de blabla, plus k sur mb. Alors attention, il faut penser au k sur m, puisque k sur m multiplie x, mais dans x, j'ai ce terme-là plus ce terme-là. Donc il faut distribuer k sur m à ça et à ça. Et donc tout ça doit être égal à g plus k sur m L0, et ce, quel que soit t, pour que la solution fonctionne. Donc pour que ça soit vrai, eh bien il va falloir que ces deux termes qui dépendent du temps se compensent, et il va falloir que ce terme constant-là soit égal à ce terme constant-là. Donc on obtient un système. Il va falloir que moins a oméga 0 carré cosinus blabla soit égal à k sur m, alors pardon, avec un plus, donc il faut que tout ça soit nul, il faut que ça se compense, donc il faut que ça soit égal à ça. Et ensuite il faut que les constantes soient égales, donc ça fait k sur m b est égal à g plus k sur m L0. Donc la première équation nous donne, donc a est différent de 0, le cosinus n'est pas égal à 0 quel que soit t, donc finalement on en déduit que oméga 0 carré est égal à k sur m, donc exactement comme pour l'oscillateur horizontal. Et ensuite on en déduit que b est égal à m sur kg plus L0. Voilà, donc on en déduit la famille de solutions mathématiques de cette équation différentielle. X de t est égal à a, donc pour l'instant qu'on ne connaît pas, cosinus oméga 0. Alors on peut écrire oméga 0, on peut remplacer par racine de k sur mt, plus phi qu'on ne connaît pas, plus b qu'on connaît désormais, mg sur k plus L0. Voilà. Donc encore une fois, solution mathématique, mais ce n'est pas encore la solution physique du problème, puisque cette solution ne vérifie pas encore les conditions initiales, qui sont donc les conditions physiques. Donc il reste à faire les conditions initiales. Donc pour ça, on a besoin de la vitesse, puisqu'on a une condition initiale sur la vitesse. Donc la vitesse, c'est moins racine de k sur m à sinus de la même chose, plus 0, puisque ça simplifie quand on dérive. Donc on en déduit x à t égale à 0, d'après l'expression, c'est égal à a cos phi plus mg sur k plus L0, donc ça là j'ai fait t égale à 0 dans cette expression, et d'après les conditions initiales physiques, ça c'est égal à L0. Et ensuite la vitesse, d'après l'expression, donc c'est égal à moins racine de k sur m fois sinus, donc t est égal à 0, donc il reste sinus phi, et d'après les conditions physiques, c'est égal à 0. Donc de là on en déduit que phi peut être égal à 0 ou pi, ou 2pi, etc. Donc on en choisit une, on va choisir la plus simple qui est phi égale à 0. Et à ce moment-là, si phi égale à 0, si on met ça dans la première équation, et bien ça donne a cos 0, c'est-à-dire a, plus mg sur k. Donc les L0 simplifient, donc il reste est égal à 0. Donc a est égal à moins mg sur k. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à remplacer, et on arrive à x de t. Alors encore une fois, vous pouvez écrire une ligne de plus si ça vous paraît trop rapide. Donc est égal à mg sur k, facteur de 1 moins cosinus racine de k sur mt, le tout plus mg, plus L0. Voilà. Donc pour conclure, on a bien ici une fonction x de t qui est sinusoïdale, donc on a bien, enfin qui n'est pas purement sinusoïdale, qui contient un terme sinusoïdal, donc on a bien affaire à un oscillateur, mais un oscillateur dont la position moyenne, eh bien,
Eh bien, en moyenne, un cosinus est nul. Donc la position moyenne de cet oscillateur, c'est mg sur k plus L0. Eh bien, cette position moyenne, eh bien, lorsque vous faites le PFD à l'équilibre, c'est-à-dire somme des forces égale à 0, eh bien, vous trouvez également, faites-le, ça prend 2 lignes, que la position d'équilibre, c'est mg sur k plus L0. Donc en fait, c'est pareil que pour l'oscillateur horizontal, on voit que eh bien, l'oscillateur vibre autour de sa position d'équilibre. Donc, première chose, et il vibre à quelle fréquence? Eh bien, il vibre à une fréquence qui est donnée par le terme qui, dans l'équation différentielle, est le terme qui multiplie x. Donc ça, on aura tout le temps ce terme-là, qui sera oméga 0 carré, c'est-à-dire 4 pi carré f0 carré. Voilà, donc pour conclure, un oscillateur vertical, c'est pas beaucoup plus difficile qu'un oscillateur horizontal, et le lien entre analyse physique et résultat mathématique est le même que pour l'oscillateur horizontal, donc à savoir oscillation avec une fonction sinusoïdale autour de la position d'équilibre.